Et bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette seconde vidéo sur l'histoire du pain. Après une première vidéo très intéressante sur le Paléolithique supérieur et sa découverte il y a quelques années du premier pain dans l'histoire de l'homme. Un premier pain certes rustique, mais c'était un premier pain quand même, et une première élaboration à base de céréales. Nous allons maintenant aujourd'hui nous attaquer à une autre période, le néolithique dans son intégralité, où vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire du pain, que ce soit au niveau de la naissance de l'agriculture, donc au niveau céréalier, au niveau technologique, donc bien sûr sur les moulins, on verra le premier four également, les premiers fours même je dirais, et les différents peuples qui nous intéressent pendant cette période de l'histoire. Sans plus attendre, attaquons tout de suite avec le décortiquage de cette vidéo. Et avant d'attaquer dans le vif du sujet, commençons par voir un petit peu ce qui nous attend dans cette vidéo. Nous commencerons avec une petite présentation chronologique donc de l'époque à laquelle nous allons nous concentrer dans cette vidéo. Nous irons ensuite parler un petit peu des événements majeurs de cette époque, au niveau de la boulangerie bien entendu. Et nous irons ensuite faire un petit tour chez certains peuples qui se sont distingués dans cette noble art de la boulangerie. Donc nous irons chez les Sumériens pour ensuite aller chez les Égyptiens. On ira ensuite chez les Grecs pour terminer en beauté avec les Romains. Nous nous attarderons un tout petit peu sur ce peuple. On terminera avec les équipements et les méthodes de confection du pain, bien entendu, où vous verrez que certaines ont évolué pendant cette époque et d'autres créations sont apparues, notamment le levain, les fours. Vous allez voir que ça a pas mal changé de choses pour ces boulangers de l'époque. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Commençons, et non des moindres, avec la naissance de l'agriculture, et qui, je suis sûr, vous allez voir, va vous étonner. Donc on va s'attarder donc sur la naissance de l'agriculture qui intervient à partir de moins 11 000, moins 10 000 pour les premiers lieux de la naissance de l'agriculture. Et on va également parler des autres lieux que vous avez sans doute étudiés comme moi, qui étaient le Proche-Orient. Avant de parler donc du croissant fertile situé au Proche-Orient, nous allons pouvoir regarder quelques lieux où l'homme a pu également faire quelques fouilles et déterrer quelques fragments d'histoire de l'agriculture de sa naissance tout autour du globe. Donc on peut également constater qu'en Chine et également en Corée, la naissance de l'agriculture soit intervenue environ à moins 9000 avant Jésus-Christ. Il semblerait également qu'on ait retrouvé quelques traces en Nouvelle-Guinée, environ à moins 9000, moins 6000 avant Jésus-Christ. Il semblerait également qu'au Sahel et en Afrique subsaharienne et également en Amazonie, il y aurait eu des traces d'éventuels débuts de l'agriculture, donc en moins 5000, moins 4000 avant Jésus-Christ. Je n'ai absolument pas trouvé grand-chose à part deux lignes qui en font mention, donc information à prendre avec des pincettes. Et dernière partie et non des moindres, le continent américain, où des chercheurs et des scientifiques s'accordent à dire qu'il y aurait des traces de premières agricultures en Amérique centrale, moins 5000, moins 4000 avant Jésus-Christ, et Amérique latine, donc situé au nord-ouest pour l'Amérique latine et côté mexicain, donc au Mexique pour l'Amérique centrale. Les faits les plus intéressants sont retrouvés donc au nord-est de l'Amérique du Nord, donc ce seraient les Amérindiens. Ils auraient découvert un tout petit peu plus tard, selon les estimations des archéologues et des scientifiques, moins 4000, moins 3000 avant Jésus-Christ, les bienfaits et le monde de l'agriculture, donc concentrés plus précisément autour des camps d'habitation. Et le fait notable très intéressant, ce serait la femme qui s'occuperait principalement à l'époque de l'agriculture, étant donné les traces d'arthrose qu'on retrouve qui sont supérieures sur les ossements que ceux des hommes. On en déduirait donc que les femmes participaient à ces tâches qui sont relativement répétitives et où on a le dos courbé, les genoux fléchis très souvent. Et les hommes seraient donc restés plutôt des chasseurs-cueilleurs, donc se concentrant sur les tâches à l'extérieur du camp, et les femmes plutôt à l'intérieur de celui-ci ou aux alentours. Donc on peut constater quand même une bonne parité des tâches entre les hommes et les femmes à l'époque pour ce peuple-là. Sans plus attendre, on va passer à autre chose et un autre sujet qui nous intéresse, le croissant fertile. C'est parti. Et nous voici donc dans cette fameuse région du croissant fertile durant le néolithique. Donc cette région nous intéresse pour plusieurs facteurs. Comme énuméré précédemment, comparé aux autres régions où on a parlé, effleuré le sujet de la naissance de l'agriculture dans le monde, c'est vraiment la région
du berceau de l'humanité, on va dire ça comme ça, où on a énormément d'informations, où on continue encore à trouver d'énormément d'informations, de traces de l'histoire de l'humanité, que ce soit au niveau agriculture ou de l'histoire de l'homme en général. On a pu le voir avec la première vidéo de l'histoire du pain avec la découverte en 2018-2019 de la première trace d'un pain dans l'histoire de l'homme, 14 400 ans avant notre ère. Maintenant, on va se concentrer donc sur cette région en allant de droite à gauche avec les peuples en question. Donc on va commencer donc avec le royaume de Sumer, donc les Sumériens, qui vous allez voir vont nous apprendre énormément de choses. Et étant donné avec cette région qu'ils ont été énormément avantagés avec leur sédentarisation, dû au fait, si vous pouvez le voir, des deux fleuves qui le traversent, donc le Tigre et l'Euphrate, qui ont énormément aidé à l'implantation de l'humanité, à sa sédentarisation dans cette région. On pourrait parler également du royaume d'Akkad, donc les Akkadiens, mais on va vraiment se concentrer sur le royaume du Sumer où il y a beaucoup plus d'informations sur celui-là. On va ensuite partir tout à l'ouest, donc dans le deuxième royaume et deuxième peuple qui nous intéresse, donc le royaume d'Égypte, qui comme le royaume de Sumer va être vraiment favorisé avec l'implantation, sa sédentarisation, les cultures, avec le Nil. Donc c'est vraiment sur le contour du Nil que va se concentrer le peuple égyptien, bien sûr, pour survivre, étant donné que le reste de l'Égypte, majoritairement, c'est du désert. Donc on va s'attarder sur ce royaume-là qui est vraiment fortement intéressant. Allez, sans plus attendre, partons à la découverte de ces royaumes fabuleux et de leurs histoires avec le pain. C'est parti! Et nous voici donc dans le royaume de Sumer, le peuple sumérien, premier peuple qui nous intéresse pendant la période du Néolithique avec l'histoire du pain. Donc ce peuple nous intéresse pour plusieurs raisons. Donc sa situation géographique, située en Mésopotamie, donc comme je l'ai dit précédemment, avec le Tigre et l'Euphrate qui le traversent de bord en bord, donc actuel Irak, je précise, bassin vraiment de l'histoire de l'humanité. Ce peuple a pu se sédentariser dans des conditions vraiment très favorables, comme on peut voir sur cette carte. On peut voir que la végétation due au fleuve était vraiment abondante, était favorable à l'implantation de l'homme et à sa sédentarisation. Donc c'est un premier point qui nous intéresse énormément et qui les a sans doute vraiment très fortement aidés. Le deuxième point qui nous intéresse, c'est les traces écrites qu'ils ont laissées eux-mêmes dans l'histoire. C'est l'un des premiers peuples à avoir laissé des traces écrites, donc à moins 3600, moins 3000 avant Jésus-Christ, donc naissance de l'écriture. Ce peuple-là, donc les Sumères, ont laissé des traces écrites gastronomiques. Donc on ne parle pas seulement de traces écrites historiques, de faits de guerre ou de faits civils, mais vraiment de traces gastronomiques. Donc fait étonnamment rare pour l'époque. Et on peut remercier donc l'historienne gastronomique Liliane Plouvier qui a traduit ou participé aux traductions des tablettes de Yaleh de Babylone. Babylone qui, vous en avez entendu parler, est le sujet de plusieurs fantasmes ou plusieurs histoires, autant réalistes que farfelues, notamment musicales ou cinématographiques. On y apprend donc beaucoup d'informations gastronomiques qui nous intéressent, en passant bien sûr à côté de tous les faits historiques, civils qui sont marqués sur ces tablettes. On y apprend grâce à ces tablettes, ces traductions, que grâce à l'Euphrate, ces zones fertiles, grâce à l'irrigation, que l'homme les a très bien exploitées, que les terres étaient vraiment très fertiles. Les banquets gastronomiques qui pour l'époque sont quand même des faits relativement rares, ça parle vraiment beaucoup d'abondance, de banquets d'une immense richesse. On parle là de plusieurs mêmes sortes de miel, de fromage, de viande, de légumes, de fruits. Quelque chose qui est quand même pour l'époque vachement rare quand même. On parle du début de l'agriculture. Dans ces tablettes, on nous retrace, on nous écrit que ces périodes de fêtes, de banquets, pour diverses occasions, sont d'abondance, sont vraiment riches. Et le fait qui nous intéresse vraiment beaucoup, c'est le pain et la bière, fait relativement très intéressant. Image à titre illustratif également au-dessus. D'après ces tablettes, le pain et la bière sont à l'époque, à l'instar des Égyptiens par exemple, inséparables. Le premier étant la base de la fabrication de l'autre. Ils ont des similitudes, donc les céréales. Les Babyloniens consommaient ces deux mets de l'époque, donc le pain et la bière, ensemble et n'étaient vraiment pas séparables dans leur vie quotidienne ou dans leur vie de banquet, de richesse. C'est vraiment très intéressant de savoir ça. Étant donné que à l'heure actuelle, le pain et la bière pour nous c'est quand même quelque chose d'assez contradictoire, à moins d'avoir
petite planche apéritif, on ne conçoit pas vraiment ces deux éléments comme inséparables ou interdépendants. Et bien, ces deux éléments-là, pour l'époque, étaient vraiment donc la base de la nourriture babylonienne. Quand on parle donc bien sûr du pain qui nous intéresse, les Babyloniens, contrairement aux Égyptiens, avaient des pains relativement plats, un petit peu à l'instar qu'on a vu dans la vidéo de l'histoire du pain numéro 1. Ce sont des pains plutôt de style naan, style galette très très fine, comme on peut retrouver dans le commerce maintenant. Donc c'est des pains qui n'ont pas vraiment de fermentation. Les Babyloniens ne sont pas les précurseurs de ces pains moelleux, les premiers pains style miche, bâtard qu'on pouvait avoir chez les Égyptiens par exemple, comme l'image ci-dessus d'un pain reconstitué de l'époque qu'on verra un petit peu plus tard, très intéressant. Pour terminer avec les Sumériens, donc ces précurseurs de l'agriculture, de la sédentarisation dans des conditions très favorables, sont vraiment très intéressantes à étudier. Et on peut donc terminer en disant que malgré les faibles moyens technologiques, les moyens de l'époque, on va dire, pour la première sédentarisation de l'homme, dans ce bassin de l'humanité qu'est l'Irak, elle n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui, eh ben, l'homme a su prospérer, a su s'implanter de belle façon, d'une belle manière. Donc on peut témoigner tout notre respect à ce peuple qui, des milliers d'années auparavant, dans des conditions que on n'imagine peut-être pas facilement, eh ben, a su s'agrandir, a su répondre à ses besoins primaires d'une très belle façon et bien sûr augmenter sa qualité de vie plutôt quand même de façon exponentielle. Et nous revoilà partis dans le croissant fertile, cette dernière partie de cette région qui nous intéresse. Donc on part ici dans l'ouest de la carte. Et cette région et ce peuple égyptien nous intéressent pour plusieurs raisons. La situation géographique, comme le royaume de Sumer, favorisé avec un fleuve, ici le Nil, où la population va se concentrer à ses abords, va pouvoir bien sûr développer son agriculture, se nourrir plus facilement. Comme la carte va le montrer, donc vraiment les zones, c'est quand même un paysage assez aride, désertique. Donc le peuple égyptien va favoriser sa sédentarisation autour de celui-ci pour se nourrir. On peut également énormément remercier également une nouvelle fois les scribes de l'époque, on peut même appeler ça de l'art calligraphique, les symboles égyptiens, les tablettes, les murs de tombeaux par exemple nous ont énormément appris sur le sujet et les modes de vie, les coutumes, la nourriture. Et grâce à ces découvertes et c'est bien sûr les traductions de tous ces textes retrouvés un petit peu partout, en se concentrant uniquement sur le sujet qui nous intéresse, sans rentrer dans les autres détails du peuple égyptien, donc le pain bien entendu, on y apprend énormément de choses. Il n'y a même aucun doute là-dessus sur le fait que les Égyptiens travaillaient énormément le pain. Ils ont même été retranscrits donc, en hiéroglyphes. On y apprend également que les Égyptiens utilisaient énormément le petit épeautre et l'orge principalement pour créer leur pain. Ils sont également les précurseurs du pain moderne qu'on peut le voir un peu plus maintenant. Donc comparé aux Sumériens à la même époque, aux Romains et aux Grecs où on était plus déjà sur des pains très plats, un peu beaucoup, même je dirais, étouffe chrétien, vraiment un peu plus sec, et bien les Égyptiens sont vraiment ces précurseurs d'un pain moderne, d'un pain qui est gonflé, levé, qui goûte quand même quelque chose d'encore plus savoureux, comme on peut le voir un petit peu sur les deux photos comparatives qui viennent de défiler. Et ben, les Égyptiens sont vraiment ces précurseurs-là d'une première pâte mère, donc qui partirait sur une pâte qui aurait été oubliée, qui aurait fermenté. Et ben, cette pâte mère aurait été incorporée dans une nouvelle pâte, ce qui fait que la pâte aurait gonflé, elle se serait alvéolée à la cuisson, ça aurait donné un pain bien meilleur. On aurait pris ça un peu à l'époque comme un peu de mysticisme, un peu de magie, quelque chose de surnaturel. Mais cette méthode-là a été domestiquée par les Égyptiens. Et avec la naissance de cette nouvelle technique de fabrication du pain, donc cette fameuse pâte mère qui a fermenté, qui a été réincorporée dans une nouvelle pâte, qui a fait donc du coup que le pain s'est mis à fermenter, à lever, à avoir ses belles alvéoles, à avoir une cuisson différente, une odeur, un goût différent, et ben cette méthode s'est répandue. Elle s'est répandue dans tous les foyers égyptiens, donc chaque foyer égyptien ayant sa propre pâte mère, gardée un peu jalousement, un peu comme les recettes de votre grand-maman. Et ben cette boulangerie plus moderne, ces pains plus modernes, bien plus goûteux, se sont répandus en Égypte. On voit l'apparition donc du métier de boulanger, des premières boulangeries, pas comme on la connaît, mais sous une forme un peu plus ancienne. Et ben cet art de la boulangerie, parce que c'est à l'époque, c'est un art, c'est considéré vraiment comme un art noble,
très important au niveau de la société. Donc c'est un métier qui est très bien vu. On décrit le pain comme un aliment phare et majestueux. Il a sa place vraiment au centre de la table. Et de ce fait, le pain devient un aliment de base quotidien pour le peuple égyptien. C'est un aliment phare, un aliment majestueux, limite un petit peu mystique pour certains, étant donné la fermentation qui n'est pas encore très bien comprise. Effet très très intéressant, à l'époque, le pain servait également d'unité de mesure pour les impôts et les paiements. On payait les gens avec du pain, donc on payait en pain. À l'époque, on ne payait pas avec de la monnaie, les salaires. Les impôts étaient également calculés comme ça et également calculés avec le grain d'une autre façon. Mais c'est un fait qui est très intéressant pour l'époque, je trouve. Et petite parenthèse, je vous mets un lien en description d'une démo d'un jeu sur l'Égypte antique qui retrace très très bien le mode économique à l'époque de celui-ci. On peut une nouvelle fois remercier les scribes pour ces retranscriptions dans les hiéroglyphes pour en apprendre toujours plus sur ce fabuleux peuple égyptien. On va maintenant terminer la vidéo donc avec non des moindres d'une information, même une reconstitution très intéressante d'un pain donc de l'époque, un pain fait avec des levures d'il y a 4500 ans, avec des grains anciens. Et pour cela, on va remercier et suivre Seimus Blackley, si je le prononce bien, accessoirement donc très grand fan de l'Égypte antique et surtout inventeur de la première Xbox. Donc je vous mettrai les liens dans la description pour cet article et le lien compte Twitter de ce monsieur qui est très intéressant mais en anglais. Et bien grâce à ce monsieur, donc physicien avant d'être l'inventeur de la première Xbox, on peut le remercier. On a appris encore de nouvelles choses grâce à lui, à comment était le pain et quelle était sa place également, qui permet de prouver qu'à cette époque le pain était important. C'est avec des découvertes de levures fossilisées de bière que ce monsieur a découvert et c'est entouré d'un microbiologiste et d'un égyptologue pour recréer donc du coup ce levain à partir de cette levure fossilisée, comme on va pouvoir le voir avec les photos ci-dessus. Une fois donc le levain naissant donc a été réhydraté, nourri, mis au repos et qu'il était arrivé à maturité, donc avec les conditions bien sûr de notre époque, donc on arrive à un pain qui sera similaire mais qui ne sera pas totalement ressemblant au pain qui était à l'époque. Mais ça permet déjà d'en savoir énormément. Et il s'est amusé à recréer chez lui, dans un four contemporain bien entendu, un pain qui serait similaire au pain qu'il y avait à l'époque, comme vous avez pu le voir avec les deux pains de cette photo. On peut donc voir qu'il a quand même, avec des grains anciens et un levain reconstitué de levures anciennes, obtenu quelque chose de vraiment quand même assez agréable. Il en était très fier et qui goûtait vraiment quand même assez bon d'après ses dires. Et il ne désespère pas en pouvant poursuivre ses recherches sur ces pains anciens et pouvoir même recuire les pains d'une façon beaucoup plus archaïque. Donc je vous invite à aller suivre sa page Twitter de temps en temps et je le repartagerai moi-même une fois que j'aurai vraiment plus d'informations à ce sujet. Ça sera tout pour aujourd'hui pour la première partie. On arrive déjà quand même à une bonne durée. Dans la prochaine partie, donc on ira sur les Grecs, les Romains et l'aspect aussi technique et technologique de l'époque. Donc ça sera pour une prochaine fois. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.